Un jour, l'Éternel Dieu s'est approché de Noé. 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 Oh, mon Seigneur! La fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Il y a de multiples preuves historiques anciennes, couvrant une période de presque 2000 ans, qui montrent que l'arche se trouve sur le mont Ararat. Ces descriptions, rapportées par des historiens de premier plan à leur époque, ainsi que les récits de témoins, ajoutent une crédibilité considérable à la survie de l'arche sur le mont Ararat. J'ai étudié pratiquement chaque description historique connue de l'arche sur le mont Ararat. Au cours des 150 dernières années, de nombreux témoignages donnent des détails considérables. J'ai comparé 34 de ces récits et j'ai découvert qu'il y avait une formidable cohérence entre ces témoins oculaires, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés. Nous savons que Berossus, grand prêtre chaldéen et historien, a visité le site vers 475 avant Jésus-Christ. Il a beaucoup écrit au sujet du phénomène dont il fut témoin, indiquant qu'il était alors très facile de distinguer l'arche de son environnement tout en haut du glacier. Aramanus, l'historien égyptien de l'an 30 avant Jésus-Christ, qui fut l'auteur d'une histoire ancienne de la Phénicie, mentionne l'existence de l'arche sur le mont Ararat. À la même époque, Nicolas de Damas, le biographe d'Hérode le Grand, parla de l'emplacement de l'arche près du sommet de l'Ararat et rapporta que des pièces de bois s'y trouvaient encore. De nombreux personnages célèbres de l'Antiquité ont fait le voyage jusqu'à cette impressionnante montagne. Parmi eux, l'évêque de Salona, en 360 après Jésus-Christ, a montré une précieuse relique, un morceau bien préservé d'un grand bateau de mer. En 1876, James Bryce, un homme d'État britannique considéré juriste et écrivain, se rendit au mont Ararat. Bryce entreprit la première tentative d'escalader la montagne en solitaire, dont on est le récit. Au cours de sa randonnée, il découvrit un morceau de bois coupé à la main de 1,20 m de long et de 13 cm d'épaisseur, partiellement pétrifié. Il le trouva à 4600 mètres d'altitude sous la neige. Les journaux les plus importants, y compris le New York Times, publièrent l'histoire de Bryce, parlant alors de la découverte de l'arche de Noé.
En 1902, Georges Agopian, un jeune Arménien âgé de 8 ans, originaire de Lekvan en Turquie, devint le plus jeune témoin oculaire connu. Le jeune Georges avait accompagné son oncle sur le mont Ararat. C'était un été particulièrement chaud, ce qui rendait l'arche à la fois visible et facilement accessible pour le jeune homme et son oncle. Des membres de ma famille nous avaient raconté des histoires sur l'arche. Et maintenant, c'était moi qui me tenais vraiment dessus. Tout près, je pouvais voir un trou dans le toit. Je suis allé regarder à l'intérieur, mais c'était trop sombre pour y voir quoi que ce soit. Il y avait des morceaux cassés ici et là, mais c'était encore suffisamment solide pour pouvoir marcher dessus. Le long de la partie surélevée, au milieu, il y avait des ouvertures comme des fenêtres, mais je ne pouvais rien voir. Des années après, Georges Agopian décrivit ce qu'il avait vu à l'illustrateur archéologique, le docteur Alfred Lee. Il a aussi pu observer le long de l'arche la texture du bois. Des assemblages bien faits à l'aide de chevilles de bois. Il a vu la couleur du bois. Ce n'était pas de la pierre. Ce fut en 1916 que la série des témoins oculaires connut un autre tournant important. Peu après la Première Guerre mondiale, un pilote russe, le lieutenant Zabalotsky, fit connaître le récit remarquable de sa découverte de l'arche sur l'Ararat. J'étais avec un petit groupe d'aviateurs, à environ 40 km au nord-est du mont Ararat. Un nouveau moteur de haute altitude avait été installé sur un des avions et j'avais été envoyé pour un test en vol. En faisant le tour de la montagne, j'ai vu là une structure sombre, énorme, quelque chose de la taille d'un navire de guerre. C'était une embarcation bizarre, mais très clairement un bateau arrondi vers le haut. Les nouvelles de la découverte de Zabalotsky atteignirent le tsar Nicolas lui-même. En 1917, le tsar envoya 2 compagnies de soldats pour localiser et voir en détail cette trouvaille extraordinaire. Les soldats trouvèrent l'arche et la mesurèrent. Ils firent aussi un relevé photographique du grand bateau. Malheureusement, c'était au moment où la révolution communiste était en train d'éclater dans le pays. Résultat, les rapports et les photographies de cette expédition n'ont pas été retrouvés et on suppose qu'elles sont perdues ou cachées dans une chambre forte du Kremlin. Notre auteur a passé 20 ans à rechercher Anastasia, la dernière survivante de la famille royale russe. Durant une de ses conversations privées avec elle, il a été stupéfait quand elle lui a parlé d'une expédition que son père, le tsar, avait ordonnée et qui devait mesurer et photographier l'arche de Noé. Elle lui a dit avoir réellement vu les photographies et le compte-rendu de cette expédition. Elle lui a aussi dit avoir porté une croix fabriquée avec le bois de l'arche de Noé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes alliés effectuèrent de nombreuses missions dans les alentours du mont Ararat. Cette revue française de 1969 rapporte le récit de Vladimir Roskovitsky, dont l'avion survola une sorte de carcasse d'un navire gigantesque. Cet article étonnant dans un magazine de vulgarisation très connu en France à l'époque date de 1969. Il est intéressant de remarquer que la bonne foi des témoins oculaires de l'arche n'y est pas remise en question. J'étais en Afrique du Nord avec le bataillon SIB. Et je travaillais pour l'armée de l'air. Avec un de mes amis pilotes, un soir, nous avons décidé de prendre un café. Et alors que nous étions au mess des officiers, nous avons entendu la conversation de quelques officiers au sujet de photos qu'ils avaient prises lors de leur vol au-dessus de la Turquie et au-dessus du mont Ararat. Et alors qu'on regardait les photos, on a commencé à s'y intéresser et à les regarder de plus près. Et certains d'entre eux disaient: « Tu sais, ça pourrait être l'arche de Noé. » Laissez-moi vous dire ce que j'ai vu sur ces 3 photos. Tout d'abord, les 3 photos montraient un pan de glace qui était sur le bateau avec un angle comme celui-ci. La glace se couvrait, mais pas ici. Quand on regardait du côté droit, il y avait une ouverture en bas où ça avait été éventré. Je voyais les différents, 1 ou 2 étages et aussi une structure le long de ce côté-ci. Pour ces pilotes, il n'y avait aucun doute que c'était l'arche de Noé. Et une photo semblable est parue dans le Star and Stripes vers 1944. Je suis convaincu qu'à ce moment-là, j'étais en train de regarder l'arche de Noé. Je n'ai aucun doute là-dessus, et les pilotes non plus. À l'encontre de ceux qui le nient, on trouve des preuves historiques de l'existence de Noé et du déluge.
272 mentions pour être exact, dans toutes les civilisations et cultures du monde entier, y compris les cultures aztèques, incas et espagnoles trouvées dans le Nouveau Monde. Vous pouvez regarder à tous les récits qui viennent de cette communauté de nations autour du mont Ararat. Ils semblent tous avoir affaire avec un élément central qui en ressort. Il s'agit de l'histoire de Noé. Toutes les preuves conduisent au fait que ce grand bateau, qui a été observé au-dessus du mont Ararat, ne peut être que l'arche de Noé. Dans toutes les cultures que j'ai étudiées, l'histoire de Noé et du déluge sont pratiquement identiques. Et cela dans toutes sortes de langues anciennes. Que ce soit en perse, en babylonien, en égyptien ancien, en chinois, en sanskrit, la seule chose qui change de temps en temps, c'est le nom de Noé. On trouve le récit du déluge en écriture cunéiforme sur des tablettes babyloniennes, akkadiennes et sumériennes qui sont maintenant au British Museum. Mais on a retrouvé des récits du déluge encore plus anciens, en caractère chinois individuel. Dans les années 1850, George Smith, graveur de métier, passait ses heures de midi au British Museum. Je n'étais pas un spécialiste en archéologie, mais j'avais une fascination infinie pour tout ce qui touche à l'histoire, avec un intérêt très particulier pour les objets de l'ancienne Assyrie, bien que je ne sois jamais allé dans cette partie du monde. Je lisais absolument tout ce qui était disponible sur les cultures du Moyen-Orient et j'étais complètement captivé par le sujet. Visiteur habituel, Smith s'était lié d'amitié avec le directeur du musée qui fut impressionné par l'intelligence et l'enthousiasme de cet homme. On lui offrit un travail un peu spécial. Quelqu'un avait besoin d'assembler quelques-unes des 25 000 tablettes d'argile couvertes d'écritures cunéiformes déterrées dans l'ancienne ville de Ninive, remontant au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les 10 années suivantes de ma vie furent passées à mettre ensemble ces anciennes tablettes d'argile, mais c'était plus difficile qu'un puzzle compliqué. Les inscriptions que je traduisis de ces tablettes affectèrent profondément le monde de l'archéologie. En 1872, après 10 années de travail, Smith tomba sur le récit d'un bateau qui avait survécu à un grand déluge et s'était échoué sur une montagne. L'histoire racontée sur ces tablettes, connue comme l'épopée de Gilgamesh, est exactement analogue à l'histoire de Noé dans la Bible, confirmant ainsi que le récit biblique n'avait rien d'une légende. L'historien arménien Yifong a dit qu'il a lui-même vu l'arche en 1254. Il a écrit « Au sommet du mont Ararat, un grand objet noir est visible, l'arche de Noé ». En 1269, le grand explorateur Marco Polo écrivit dans le récit de ses voyages que l'arche de Noé reposait sur les hauteurs enneigées du mont Ararat. Dans les années 50, le mont Ararat apporta enfin au XXe siècle son premier indice matériel de l'existence de l'arche et de son emplacement. Ce fut le début d'une série de découvertes fructueuses qui commencèrent à fissurer le mystère qui entourait l'arche. Le premier à s'intéresser à l'arche fut Fernand Navarra, un technicien en bâtiment, un Français, qui faisait alors son service militaire. Navarra entama la première d'une série d'expéditions sur le mont Ararat en 1952. Je n'ai pas pu trouver l'arche directement, mais j'ai vu une énorme forme sombre prise dans la glace transparente. J'ai alors compris qu'il me faudrait revenir pour découvrir ce que cela pouvait être. Navarra retourna en juillet 1955, accompagné par son jeune fils Raphaël. Ce que nous voyons ici sont les images tournées par Fernand Navarra et son fils pendant leur expédition. « 1955 fut une année chaude et il y eut une grande fonte des glaciers. Je savais que si je voulais avoir une chance d'atteindre l'arche, ce devait être maintenant. » C'est Raphaël qui le premier a vu quelque chose. À 4500 mètres, Navarra se laissa glisser avec précaution dans une profonde crevasse.
On pouvait facilement voir le bois, mais il était pris dans la glace. Jusque-là, je n'avais eu aucune idée de sa taille. Ce que Navarra détacha de la glace à la hache était une poutre de bois taillée à la main d'1,50 m. Un grand moment. J'en avais rêvé. Raphaël et moi étions excités comme si c'était Noël. Un grand moment et l'accomplissement d'un souhait longtemps attendu. Mais était-ce réellement du bois provenant de l'Arche de Noé? Il fut montré que le type de bois que Navarra avait trouvé ne pouvait pas provenir d'arbres ayant poussé sur le mont Ararat. En fait, il n'y a pas de forêt à moins de 500 km de la montagne. Navarra lui-même a fait analyser le bois qu'il avait rapporté dans 3 laboratoires différents. La datation montra un âge d'environ 5000 ans, ce qui concorde tout à fait avec le récit biblique du déluge. Les tests scientifiques montrèrent que quelque chose de très vieux et de mystérieux se trouvait incontestablement sur le mont Ararat. Il y a en fait de plus en plus de preuves photographiques aériennes ou terrestres, des images qui semblent montrer une grande structure faite par la main de l'homme tout en haut du mont Ararat. Il y a quelques années, j'ai trouvé une diapo où l'on voyait un objet intéressant dans le coin supérieur droit. En regardant cet objet au microscope, il m'est apparu que ça pouvait être le bout d'une longue pièce. Actuellement, l'arche est cassée en deux. Nous en avons la preuve grâce à de nombreux témoins. Lors d'un tremblement de terre, la partie sud de l'arche a glissé sur cette pente sur environ 30 mètres et s'est logée dans une crevasse. Alors, j'ai examiné cet objet qu'on ne voit que sur cette seule image. Parmi des centaines que j'ai examinées et au microscope, j'ai vu vraiment nettement le toit ou une section du toit de ce qu'on appelle la superstructure. Ces photos suggèrent que quelque chose de grand, fabriqué par l'homme, est vraiment sur la montagne. Il y a encore autre chose. Voyons le 3e site, sur le bord supérieur de la gorge. C'est ici que les experts situent une autre partie brisée de l'arche qui dépasse de la glace. Cette partie est très visible lorsque la météo le permet, et c'est là que l'astronaute James Irwin a réalisé une photo surprenante alors qu'il était accompagné par une équipe de télévision hollandaise il y a quelques années. Nous étions en avion avec James Irwin à bord. Nous volions autour du mont Ararat. Et en tournant autour de la gorge à Ora, à ce point précis, nous avons vu un objet sortant de la couche de neige. Cela ressemblait à l'arche de Noé. Des vestiges de la mythique arche de Noé retrouvés, c'est en tout cas ce qu'affirme une équipe de chercheurs. Les scientifiques originaires de Turquie et de Hong Kong attestent avoir découvert des restes de la fameuse arche en Turquie, sur le mont Ararat, à l'endroit même où le décrit la Bible. Genèse, chapitre 8. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Après plusieurs années de recherche, la 4e édition menée en été 2007 semble donc avoir été fructueuse. Ahmet Ertuğrul, explorateur et archéologue turc, a découvert dans une grotte située à 4200 mètres d'altitude une large structure en bois. Dans une interview exclusive avec InfoLife TV, le chercheur relate sa découverte et nous offre ses propres images.
木嘅樓梯，呢度係條木嘅樓梯，聽唔聽到有木聲？好，我睇大家再望上去上邊，見唔見到一條木？呢度一條木，呢度嗱一條差唔多2-3米嘅長木。